Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des limites du droit de propriété. Alors, l'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ainsi, le droit de propriété est consacré comme le droit le plus absolu, comme le droit le plus complet qu'on peut exercer sur une chose. Le droit de propriété n'est pas intrinsèquement limité. Et on sait que le droit de propriété présente certains caractères. Il est un droit absolu, c'est-à-dire qu'en principe, le propriétaire peut faire tout ce qu'il est possible de faire sur son bien. Il est aussi un droit exclusif, c'est-à-dire que le propriétaire est seul maître de son bien et il peut opposer son droit de propriété à tout tiers qui empiéterait sur son bien. Et puis enfin, le droit de propriété est un droit perpétuel. Ça signifie que le droit de propriété n'est pas limité dans le temps et est imprescriptible. Et chacun de ces caractères du droit de propriété est affirmé, mais présente néanmoins des limites. Et dans cette vidéo, on va justement parler de ces différentes limites à chacun des caractères du droit de propriété. On verra donc les limites au caractère absolu du droit de propriété. Ensuite, on parlera des limites au caractère exclusif du droit de propriété. Et puis enfin, on verra les limites au caractère perpétuel du droit de propriété. Juste avant qu'on commence, petite parenthèse pour vous dire que je propose un pack de fiches de révision en droit des biens, qui est tout simplement un pack qui contient 20 fiches de révision claires et synthétiques qui résument parfaitement le droit des biens. Donc, si vous voulez réviser efficacement le droit des biens et également si vous voulez mieux comprendre cette matière, eh bien je vous recommande ce pack de fiches qui va vraiment beaucoup vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on commence tout de suite avec, comme on l'a dit, les limites au caractère absolu du droit de propriété. Alors, ces limites au caractère absolu du droit de propriété, elles sont diverses et elles peuvent être soit légales ou réglementaires, soit conventionnelles, c'est-à-dire résulter d'un contrat, soit jurisprudentielles, c'est-à-dire qu'elles peuvent également venir de la jurisprudence. Et on va d'abord envisager les limites légales ou réglementaires au caractère absolu du droit de propriété. Et concernant ces limites légales ou réglementaires, il faut remarquer que l'article 544 du Code civil, dont je vous ai déjà parlé précédemment dans cette vidéo, et donc cet article, il nous dit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Et donc finalement, cet article 544 du Code civil, il reconnaît, puisqu'il nous dit, pourvu qu'on ne fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, il reconnaît qu'il puisse exister des limites au droit de propriété, et notamment des limites légales ou réglementaires. Il reconnaît que des lois ou des règlements peuvent venir limiter le droit de propriété. Et donc, il y a différentes limites légales ou réglementaires qui peuvent restreindre le droit de propriété, et on peut citer comme exemple, par exemple, le droit de l'urbanisme. Le droit de l'urbanisme qui fait que, par exemple, dans certaines zones, il est interdit d'édifier des constructions au-delà d'une certaine hauteur. Si par exemple, vous êtes propriétaire d'un immeuble à Paris intramuros, dans la ville de Paris, eh bien, vous ne pouvez pas construire au-delà d'une certaine hauteur. Et donc, ces règles d'urbanisme, ce droit de l'urbanisme, vient limiter votre droit de propriété. Autre exemple, ça va être le régime de protection des locataires, avec par exemple la réglementation des loyers, le droit pour le locataire au maintien dans les lieux pour certains baux d'habitation, également le droit au renouvellement du bail. Bref, il y a tout un régime de protection des locataires qui, là encore,
va, pour vous le propriétaire, va venir restreindre, va venir limiter votre droit de propriété. Et puis également, autre exemple, ça va être l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'expropriation pour cause d'utilité publique, qui est un régime prévu par la loi, prévu à l'article 545 du Code civil. Et qu'est-ce que l'expropriation pour cause d'utilité publique ? Eh bien, tout simplement, l'intérêt général va parfois obliger le propriétaire à céder sa propriété moyennant une juste et préalable indemnité. C'est ça qui est prévu par l'article 545 du Code civil. Donc concrètement, l'État, puisque seul l'État peut mettre en œuvre l'expropriation, et également seuls les immeubles peuvent faire l'objet d'une expropriation. Il n'y a pas d'expropriation de meubles, ça concerne ça concerne uniquement les immeubles. Mais donc, concrètement, l'État pourra contraindre un propriétaire à lui céder sa propriété s'il existe une cause d'utilité publique. Qu'est-ce qu'une cause d'utilité publique ? Ça va être par exemple la construction d'infrastructures de transport, comme une autoroute, une voie de chemin de fer, un métro, etc., etc. Quand il y a une telle cause d'utilité publique, eh bien l'État peut contraindre un propriétaire à lui céder sa propriété moyennant une indemnité. Et donc, là encore, l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est bien évidemment une limite au caractère absolu du droit de propriété. On passe maintenant aux limites conventionnelles. Les limites conventionnelles, donc ça signifie tout simplement qu'il est possible de limiter le droit de propriété dans un contrat ou même dans un acte unilatéral. Et on pense par exemple à la clause d'inaliénabilité. La clause d'inaliénabilité qui a pour effet d'interdire de manière temporaire l'aliénation d'un bien. D'accord ? Et on peut retrouver ce type de clause, notamment dans un contrat de vente, dans un contrat de donation, ou par exemple dans un testament. Et concrètement, cette clause, elle va avoir pour effet que l'acheteur, le donataire ou bien l'héritier sera tenu de conserver le bien pendant une certaine durée. Il n'aura pas la possibilité d'aliéner le bien, il n'aura pas la possibilité de céder, de transférer la propriété du bien. Et donc finalement, la clause d'inaliénabilité, elle a pour effet de priver le propriétaire d'un des 3 attributs du droit de propriété. Vous savez que les 3 attributs du droit de propriété, ce sont d'abord l'usus, le droit d'user de la chose, le droit de se servir de la chose. Ensuite, le fructus, qui est le droit de jouir de la chose, qui est le droit de percevoir les fruits produits par la chose. Et puis enfin, 3e attribut, c'est l'abusus, qui est le droit de disposer de la chose. Eh bien, la clause d'inaliénabilité, elle a pour effet de priver le propriétaire de l'abusus, du droit de disposer de la chose. Et au propriétaire, il ne lui reste que le droit d'user de la chose, et également il lui reste le droit de jouir de la chose. Donc ça le rapproche finalement de la situation d'un usufruitier. Et c'est pour ça que les clauses d'inaliénabilité sont valables en droit français, mais elles sont strictement encadrées, et en particulier, elles ne sont valables qu'à 2 conditions. Il faut impérativement qu'elles soient temporaires, et également il faut qu'elles soient justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Ce n'est que si ces 2 conditions sont remplies qu'on va pouvoir, par une clause d'inaliénabilité, priver le propriétaire de l'abusus, priver le propriétaire du droit de disposer de la chose. Et puis enfin, dans les limites au caractère absolu du droit de propriété, on a les limites jurisprudentielles. La jurisprudence peut également venir limiter le caractère absolu du droit de propriété. Et donc ici, il y a en particulier 2 théories jurisprudentielles qui méritent d'être mises en avant. D'abord, la théorie de l'abus du droit de propriété. La théorie de l'abus du droit de propriété. Donc, ça concerne la situation où on a un propriétaire qui commet un acte dans l'unique but de nuire à son voisin.
Et pour l'abus du droit de propriété, on a une affaire célèbre qui est l'affaire Clément Bayard, qui a donné lieu à l'arrêt Clément Bayard de 1915. Et dans cette affaire Clément Bayard, on avait un propriétaire qui avait fait construire sur son terrain des carcasses de bois surmontées de pics en fer afin de causer des dommages au ballon dirigeable de son voisin. Et ça, c'est typiquement un acte qui était commis dans le seul but de nuire au voisin, et donc c'est constitutif d'un abus du droit de propriété. Et la sanction d'un tel abus, c'est la réparation en nature, qui consiste à faire cesser l'abus, ou bien la réparation par équivalent, qui consiste à verser des dommages et intérêts. Mais donc on voit que la jurisprudence a reconnu l'idée qu'on peut abuser de son droit de propriété. C'est-à-dire que, là encore, on voit que le droit de propriété n'est pas tout à fait absolu, puisqu'on peut faire un abus de son droit de propriété. Et donc finalement, avec cette théorie de l'abus du droit de propriété, on voit que le propriétaire ne peut pas non plus faire tout ce qu'il veut sur sa propriété. Et puis, deuxième théorie jurisprudentielle, c'est la théorie des troubles anormaux de voisinage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les conflits entre voisins sont principalement résolus, non pas par la théorie de l'abus du droit de propriété, mais par la théorie des troubles anormaux de voisinage. Pourquoi ? Tout simplement parce que, contrairement à l'abus de droit, la théorie des troubles anormaux de voisinage ne nécessite pas de prouver une faute du propriétaire pour s'appliquer. Au contraire, il suffit que le voisin subisse un trouble anormal de voisinage, et alors ce voisin pourra engager la responsabilité de celui qui a généré le trouble, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute de sa part. Alors c'est quoi un trouble anormal de voisinage ? Ça peut être par exemple des nuisances sonores, importantes ou répétitives, ça peut aussi être de la pollution, ça peut être des odeurs, etc. etc. Il y a différents troubles anormaux de voisinage, mais donc ce que vous devez retenir, c'est que dès qu'un voisin subit un trouble anormal de voisinage, il peut engager la responsabilité de celui qui a généré le trouble. Et la sanction, comme pour l'abus de droit, c'est la cessation du trouble ou bien le versement de dommages et intérêts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette théorie, donc, elle a été forgée par la jurisprudence, elle est d'origine jurisprudentielle, mais elle a été récemment codifiée par une loi du 15 avril 2024 à l'article 1253 du Code civil, qui dispose dorénavant que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. D'accord ? Donc le propriétaire, etc., 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 qui est à l'origine d'un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Et bon, cet article, finalement, il ne fait que consacrer la jurisprudence antérieure qui avait dessiné le régime de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Cet article, cette codification, ne modifie pas le droit positif. Et donc, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, c'est toujours une responsabilité sans faute. D'ailleurs, l'article 1253 le dit clairement, puisqu'il nous dit que celui qui est à l'origine du trouble est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Un responsable de plein droit du dommage qui en résulte, ça signifie très clairement que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est toujours une responsabilité sans faute. Et donc, la seule constatation d'un trouble anormal de voisinage suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré le trouble. Et donc là encore, c'est bien évidemment une limite au caractère absolu du droit de propriété, puisque le propriétaire ne peut pas faire non plus tout ce qu'il veut chez lui. Il ne peut pas, en l'occurrence, causer un trouble anormal de voisinage, sinon il sera sanctionné. Et voilà donc pour les limites au caractère absolu du droit de propriété. On va maintenant passer aux limites
au caractère exclusif du droit de propriété. Puisqu'effectivement, le propriétaire ne sera pas toujours seul maître de son bien. Et on peut donner plusieurs exemples. D'abord, les hypothèses de propriété collective constituent évidemment une limite au caractère exclusif du droit de propriété. Alors, qu'est-ce que la propriété collective? Eh bien, en principe, un bien appartient en pleine propriété à une seule personne. Mais, dans certains cas, le droit de propriété sera exercé par plusieurs personnes sur un même bien. Et c'est ce qu'on appelle la propriété collective. Et le régime de droit commun de la propriété collective, c'est l'indivision. L'indivision dans laquelle plusieurs personnes, qu'on appelle les indivisaires ou co-indivisaires, peuvent être propriétaires d'un même bien. Mais il faut savoir que d'autres régimes de propriété collective existent, comme par exemple la mitoyenneté, qui est une indivision forcée et perpétuelle portant sur le mur, ou plutôt de manière générale sur la clôture qui sépare deux fonds voisins, d'accord ? La clôture qui sépare deux terrains voisins. Et donc, en vertu du régime de la mitoyenneté, cette clôture sera la copropriété des deux propriétaires voisins. Et puis également, autre régime de propriété collective, ça va être la copropriété des immeubles bâtis, selon laquelle chaque copropriétaire dans un immeuble est propriétaire des parties communes de l'immeuble. En effet, un immeuble est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, et dans ce régime, on distingue les parties privatives. Donc typiquement, dans un immeuble, vous allez avoir différents appartements, et donc on appelle ça les parties privatives. Et ces parties privatives, ce sont la propriété exclusive de chaque propriétaire. Et donc, on distingue ces parties privatives des parties communes. Des parties communes comme par exemple le hall d'entrée, la cour, l'ascenseur, le local à vélo, etc., etc. Et ces parties communes, contrairement aux parties privatives, elles font l'objet d'une propriété collective entre l'ensemble des copropriétaires. Et donc, tous ces régimes de propriété collective sont une limite au caractère exclusif du droit de propriété, puisque, bien évidemment, dans un régime de ce type, on n'a pas un propriétaire qui est seul maître de son bien. Au contraire, on a différents propriétaires. Et puis ensuite, il faut savoir que les démembrements de la propriété représentent également une limite au caractère exclusif du droit de propriété. Alors, que sont les démembrements de la propriété? Donc, vous le savez, il y a 3 attributs du droit de propriété: l'usus, le droit d'user de la chose, le fructus, le droit de jouir de la chose, et l'abusus, qui est le droit de disposer de la chose. Et donc, le droit de propriété, il comprend ces 3 attributs, mais le droit de propriété, on peut le démembrer. C'est-à-dire que dans un cas de démembrement, on va répartir les différents attributs du droit de propriété entre plusieurs personnes. Et par exemple, comme démembrement de la propriété, on a l'usufruit. Et avec l'usufruit, on a une personne, qu'on appelle l'usufruitier, qui a l'usus et le fructus du bien, et on a une autre personne, qu'on appelle le nu propriétaire, qui conserve l'abusus. Et dans un tel cas, le nu propriétaire n'est évidemment pas le seul maître de son bien, puisque l'usufruitier a l'usus et le fructus du bien. Donc c'est une limite au caractère exclusif du droit de propriété. Et autre démembrement de la propriété, ça va être la servitude. La servitude qui impose à un propriétaire de laisser à son voisin l'usage de l'une des utilités de son fonds. Et donc, le propriétaire voit nécessairement son droit de propriété limité. Par exemple, en cas d'enclave, le propriétaire du fonds enclavé peut exiger un droit de passage sur le fonds voisin pour accéder à la voie publique.
Et donc nécessairement, le propriétaire du fonds voisin qui doit laisser passer le propriétaire du fonds enclavé, nécessairement, il voit son droit de propriété limité. Puisqu'il doit subir la servitude, il doit laisser le propriétaire du fonds enclavé exercer son droit de passage. Et voilà donc pour les limites au caractère exclusif du droit de propriété. On passe maintenant aux limites qui concernent le caractère perpétuel du droit de propriété. Et ici, il faut surtout mettre en avant une limite qui est la possession. La possession est une limite au caractère perpétuel du droit de propriété. Puisqu'effectivement, si une personne exerce toutes les prérogatives du propriétaire et que ce dernier n'exerce pas les siennes, elle devient propriétaire à sa place. Et par conséquent, la propriété ne se perd pas par le non-usage. On sait que le droit de propriété est imprescriptible, mais le droit de propriété, oui, il ne se perd pas par le non-usage, mais il peut se perdre par l'usage d'une autre personne. Et donc, pour expliquer un petit peu plus, il faut se souvenir que la possession peut permettre au possesseur d'acquérir la propriété du bien. Donc là, le régime est différent en matière de meubles et d'immeubles. Pour les meubles, on a l'article 2276 du Code civil qui nous dit qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. C'est-à-dire que le possesseur, la personne qui a la possession d'un meuble, en acquiert instantanément la propriété, en devient instantanément le propriétaire. Et pour les immeubles, c'est un petit peu différent, enfin c'est même complètement différent, puisque pour les immeubles, la possession d'un immeuble n'entraîne pas l'acquisition instantanée de sa propriété, elle entraîne l'acquisition de la propriété seulement après l'écoulement d'un certain délai, qui est en principe de 30 ans. Mais donc, dans les deux cas finalement, meuble ou immeuble, la possession peut permettre au possesseur d'acquérir la propriété du bien à la place finalement du véritable propriétaire. Et donc c'est pour ça que si une personne exerce toutes les prérogatives du propriétaire, donc typiquement la personne qui a la possession du bien, elle va exercer les prérogatives du propriétaire, alors que ce dernier n'exerce pas les siennes, et donc cette personne-là, qui a la possession, elle deviendra propriétaire à la place du véritable propriétaire. Et donc, le droit de propriété peut se perdre par l'usage d'une autre personne, et c'est donc, la possession, c'est donc une limite au caractère perpétuel du droit de propriété. Et ceci étant dit, c'est donc la fin de cette vidéo sur les limites du droit de propriété. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.